Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo qui va concerner la perte de poids. En tant que diététicienne, c'est quelque chose que je rencontre très fréquemment, bien que, attention, en tant que diététicienne, on ne fait pas que de la perte de poids. Mon métier n'est pas de faire perdre du poids aux gens, j'ai aussi d'autres facettes dans mon métier. Mais du coup, j'ai préparé mes petites notes pour vous proposer, pour vous exposer le plan d'action que je suivrais si je devais perdre 5 kilos là, tout de suite, maintenant. C'est parti! Alors déjà, en préambule, je voudrais rappeler que la perte de poids, alors c'est pas anodin, et surtout, on n'entame jamais une perte de poids. C'est ce que disent en tout cas toutes les autorités de santé. On n'entame pas une perte de poids uniquement pour une raison esthétique. On entame une perte de poids quand il y a un enjeu de santé, physique ou santé mentale, évidemment. Une fois que ce petit laïus est passé et que je vous l'ai dit, et j'espère que vous êtes d'accord avec ça, on va pouvoir démarrer sur les conseils pour une perte de poids durable, une perte de poids saine et qui colle à vos habitudes. L'idée, c'est de ne pas changer toutes vos habitudes et d'ailleurs, ça pourrait être le conseil préparatoire de la vidéo. Si vous voulez entamer une perte de poids durable, il ne faut pas que les changements soient drastiques. Il faut qu'il y ait du changement, ça c'est impératif, mais il ne faut pas que ce soit drastique. Si votre changement est drastique, alors vous ne pourrez pas le tenir sur le long terme. Et là, on parle d'une perte de poids durable. Donc, on essaye que les changements soient faits petit à petit. Donc ça y est, on attaque le vif du sujet, le plan d'action. Alors, pour ce plan d'action, quelle va être la première étape? La première étape, elle est assez simple et pour le coup, elle va être de réaliser un auto-audit, un petit audit de votre hygiène de vie et de votre alimentation. Dans les questions que vous allez pouvoir vous poser, c'est combien de temps de sommeil j'ai et est-ce que je dors suffisamment, est-ce que c'est de bonne qualité, est-ce que je m'endors trop tard, est-ce que j'ai assez d'heures de sommeil, etc. Après, sur l'hygiène de vie, vous pouvez vous poser la question, mes repas, comment est-ce que j'ai le temps de les préparer, est-ce que j'achète plutôt tout fait, est-ce que je commande, est-ce que j'achète des plats déjà préparés, est-ce que je suis team 100% fait maison, est-ce que je suis un véritable juste milieu, est-ce que parfois je dépends de la cantine d'entreprise, parfois je vais manger au resto parce que ça fait partie de mon boulot. Voilà, se poser toutes ces questions, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et ça va vraiment contribuer à la base de votre audit. Donc je vous invite vraiment à prendre un papier et à noter tout ça pour avoir tout ça sous les yeux. Donc voilà, une fois que vous avez fait le point sur votre hygiène de vie, votre alimentation, vous allez continuer dans la deuxième partie de ce papier. Et là, vous allez faire ce qu'on appelle un carnet alimentaire. Donc, pour les personnes que j'ai déjà eu en suivi, il y en a qui ont déjà réalisé l'exercice. L'objectif, c'est pendant 7 jours, vous allez noter tout ce que vous mangez du matin jusqu'au soir. Donc, si vous prenez un petit déjeuner, vous allez noter autant le café que le morceau de pain, que le morceau de sucre que vous avez mis dans le café, que le jus d'orange, estimer la quantité, c'est toujours mieux. Vous allez noter à 10 heures, il y a ma collègue qui est passée avec des muffins au chocolat, j'en ai pris un, hop, je note. Ce midi à la cantine, j'ai pris le plat du jour, vous écrivez ce que c'était, j'ai pris un morceau de pain et j'ai pris un café avec un morceau de chocolat. Ensuite, voilà, vous écrivez vraiment toute votre journée et vous faites ça pendant 7 jours. Pourquoi 7 jours? Parce que comme ça, vous avez du lundi au dimanche, donc vous avez aussi les week-ends, vous avez les jours de semaine et vous avez quelque chose d'assez représentatif de votre alimentation au quotidien et c'est le but. Une fois que vous avez écrit tout ça, vous avez votre base d'analyse. Donc là, vous pouvez repérer par exemple en couleur, vous entourez les fois où il y a eu des repas préparés, les fois où il y a eu des repas maison. Vous mettez pas du rouge ou du vert. L'idée, c'est juste d'avoir une idée de la quantité. On ne catégorise pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vraiment, on essaye d'entourer un petit peu. On essaye d'entourer les fois où il y a eu des légumes, les fois où il y a eu des féculents. Comme ça, on va voir s'il y a un équilibre, s'il y a un déséquilibre. On essaye de voir s'il y a une source de protéines animale ou végétale sur tous les repas. Voilà, on essaie de voir aussi l'hydratation. Est-ce qu'il y a eu suffisamment d'hydratation, etc. Une fois qu'on a fait tout ce petit diagnostic, on peut se faire un petit bilan et voir, j'ai eu la majorité de mes repas où il y avait protéines, féculents. J'ai manqué de légumes sur 3/4 de mes repas. Il y avait un morceau de poisson dans la semaine. Voilà, vous pouvez vous faire votre petite analyse et voir un petit peu
comment est composée votre semaine et votre alimentation. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi sur ce carnet alimentaire noter toutes vos sensations de faim. J'avais faim au début du repas, j'avais pas faim quand je suis passée à table, j'avais l'impression d'être pleine à la fin du repas, j'étais bien en fin de repas. Voilà, notez toutes vos sensations et peut-être aussi vos ressentis. Là, j'étais stressée parce que j'avais une réunion importante l'après-midi. Avec les enfants, c'était compliqué quand je suis rentrée du travail. Donc, j'étais un peu énervée quand je suis passée à table. J'avais pas spécialement faim. Voilà, tel était le repas après. Et ça peut aussi permettre d'établir des petits liens. Et c'est toujours intéressant dans le petit diagnostic qu'on peut faire dans cette étape 1. Ensuite, on peut passer à l'étape numéro 2 qui concerne donc les petites actions correctrices, les petites actions d'amélioration, je dirais même, suite à votre analyse sur votre diagnostic. On peut se fixer quelques petits objectifs, par exemple, idéalement, on aura des légumes midi et soir. Voilà, on se rend compte que dans notre diagnostic, il y avait déjà des légumes tous les midis et tous les soirs. Ok, objectif suivant. On essaye qu'il y ait du poisson 2 fois dans la semaine. Ah, j'en ai mangé qu'une fois. Ok, et mon objectif, et l'idée ça va être de vous noter 3 objectifs. Mon objectif, c'est qu'on ait du poisson toutes les semaines. La quantité d'alcool. L'alcool est dangereux pour la santé et est à consommer avec modération, mais on n'en a pas parlé. L'alcool, on peut se dire, là j'ai fait un apéro jeudi soir, vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir. C'est peut-être un petit peu beaucoup, je vais essayer de fixer, de pas dépasser un apéro par jour. Donc là où samedi, dimanche, il y en a 2, je choisirais soit le midi, soit le soir. Et de ne pas augmenter de fait la quantité d'alcool sur la semaine, bien évidemment. En général, dans les recommandations, c'est jamais une recommandation de chercher à l'augmenter, l'alcool, on cherche toujours à la diminuer. Vous avez le poisson, vous avez l'alcool, vous avez les protéines. Les protéines, est-ce que j'ai eu des protéines animales ou végétales tous les repas? Ou est-ce qu'il y a eu des repas où il n'y avait pas de protéines, peut-être plusieurs repas consécutifs? Et on se met un petit objectif en place. Peut-être qu'il y avait de la protéine une fois par jour, on essaye qu'il y en ait 2 fois par jour. Sur nos produits transformés, dans notre petite analyse, on a peut-être noté qu'on a eu 7-8 produits transformés dans la semaine. On peut se dire, on essaye une petite baisse de 1 ou 2 produits et on essaye que dans notre semaine, on ait 5 produits transformés maximum. Et voilà, on va se dire, j'avais pris un cordon bleu industriel, à la place, je me suis fait une escalope de poulet avec une petite tranche de jambon, j'ai coupé ça en 2, j'ai mis un peu de fromage au milieu, ça fait comme un cordon bleu maison, mais du coup, on a moins d'additifs et c'est moins transformé. Ensuite, on va s'attaquer à tout ce qui va être alimentation, collation, grignotage entre les repas. Alors, il faut bien se caler entre grignotage et collation, parce que parfois, c'est strictement la même chose, c'est juste qu'il y en a un où le nom a une connotation positive, la collation, l'autre le nom a une connotation négative, le grignotage. Ça revient à une prise alimentaire entre 2 repas. Est-ce que cette prise alimentaire est justifiée? Est-ce qu'il y avait un besoin? Est-ce que j'avais faim à ce moment-là? Si j'avais faim, pas de souci, très bien, on prend la collation, on y va, let's go, c'est très bien. S'il n'y avait pas de faim, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que je m'ennuyais? Est-ce que j'avais besoin de m'aérer? Est-ce que j'avais besoin de changer de ce que j'étais en train de faire? Est-ce que j'avais besoin de réconfort? Voilà, analyser un petit peu tout ça. Tant qu'on est sur les sensations alimentaires, il y a un point qui me semble important à faire, c'est de vous pencher pendant cette petite semaine de diagnostic sur ce qu'on appelle l'alimentation intuitive. Vous allez me dire, oui Mélanie, qu'est-ce que c'est que l'alimentation intuitive? Donc l'alimentation intuitive, c'est en fait revenir à nos besoins primaires. C'est quand un bébé crie parce qu'il a faim, on lui donne à manger. Quand il a plus faim, il arrête de téter soit le biberon, soit le sein. Ça, c'est une alimentation intuitive. C'est-à-dire, je mange quand j'ai faim, j'ai plus faim, je m'arrête. Et donc, non, ce n'est pas possible d'avoir faim tout le temps. Là, je vous le dis, vous pouvez avoir envie de manger tout le temps, mais c'est différent d'avoir faim tout le temps. Petite parenthèse faite, une fois que vous savez ça, vous pouvez aussi vous dire, au moment où je passe à table, est-ce que là, j'ai vraiment faim? Ouais, j'ai vraiment faim. Ok, c'est l'heure de manger, on y va. Non, là j'ai pas faim du tout, mais j'ai une réunion dans 1 heure et du coup c'est le seul moment de ma pause déj. Je fais comment? Comment je fais? C'est assez simple, je fais un repas plus léger. Peut-être qu'à ce moment-là j'ai pas besoin de féculents parce que mon corps il n'a pas besoin de plus d'énergie que ça. Par contre, j'ai quand même besoin d'avoir un petit peu dans le ventre, donc plutôt un repas léger, peut-être des légumes et du poisson par exemple.
Et par contre, dans 2 heures, 2 heures et demie, quand j'aurai à nouveau faim, la faim est un signal physiologique, donc c'est normal d'avoir faim, c'est un signe de bonne santé d'avoir faim. Donc quand dans 2 heures, j'aurai un petit peu faim, et ben je me mangerai une petite collation à ce moment-là. Évidemment, je peux avoir pensé à prendre un petit paquet de biscuits avec moi, un paquet de graines ou quelque chose comme ça. Et donc là, j'aurai ce qu'il me faut pour m'alimenter au moment où j'ai faim. Ça peut être un fruit, ça peut être un fromage blanc, ça peut être... voilà, ça va dépendre aussi de dans quelles circonstances vous êtes. Est-ce que vous êtes au bureau, est-ce que vous êtes à la maison, est-ce que vous avez un frigo. Voilà, ça va dépendre de tout ça. Mais sachez que c'est toujours une bonne solution d'avoir une petite collation dans son sac. Ça vous permet d'être serein, de pouvoir manger à votre faim, même si à un moment vous n'avez pas beaucoup faim. Et ben vous savez que de toute façon, dans votre sac, vous avez à disposition ce qu'il faut pour manger. Et donc pour finir cette grosse étape 2 qui est un gros morceau, on va essayer de mettre ça en place petit à petit, sans entrer dans un trop gros contrôle, parce que qui dit trop gros contrôle dit risque de frustration. Donc on évite d'être dans un contrôle maximum, mais voilà, on essaye d'améliorer petit à petit notre alimentation et d'être à l'écoute de nos sensations de faim et de satiété. On passe à l'étape 3 de ce plan d'action qui est une étape incontournable, qui est le fait de bouger davantage. Et oui, l'activité physique, on n'a pas le choix, il va falloir y passer. Souvent, on a un gros débat de dire non mais c'est 70% de l'assiette, 30% dans le sport. Non, c'est l'inverse, c'est 70% dans le sport, 30% dans l'assiette. Il y en a pour qui c'est du 60-40, il y en a pour qui c'est du 20-80. Et ben moi, on coupe la poire en deux, c'est du 50-50. Vous équilibrez l'assiette et vous équilibrez votre activité physique. Alors, il y a les recommandations de santé qui existent, qui sont de bouger 30 minutes par jour et d'avoir 3 heures de sport par semaine. Ok, très bien, ça c'est la recommandation. Cette recommandation, elle ne veut rien dire par rapport à votre pratique à vous. Donc si vous entamez une perte de poids, il vous faut une augmentation, et ce mot est hyper important, de votre dépense énergétique. Il ne vous faut pas une dépense énergétique, il vous faut une augmentation de votre dépense énergétique. C'est-à-dire que votre corps, en gros, il est calibré pour la dépense que vous avez actuellement. Donc si vous voulez une perte de poids, il faut augmenter la dépense. Vous avez l'habitude de marcher environ 30 minutes tous les jours, et bien il vous faudra marcher 40 minutes tous les jours. Vous avez l'habitude de faire 3 heures de sport, et bien il faudra peut-être faire 3h30 de sport dans la semaine. Là, vous allez me dire, oui Mélanie, par contre, tu t'adresses à des sportifs. Moi, je fais déjà 10 heures de sport dans la semaine, ou 8 heures, peu importe. Je ne peux pas faire plus. Pas de souci, mon ami, j'ai toujours la solution. S'il n'y a pas possible de faire plus, on peut faire plus intense. Peut-être que vous avez dans votre planification une séance de renforcement musculaire qui dure 40 minutes. Et bien, au lieu de faire 40 minutes de renforcement musculaire classique, vous pouvez faire 20 minutes de HIIT, donc où la dépense énergétique sera plus élevée parce que ce sera plus intense et il y aura plus de dépenses énergétiques, et 20 minutes de plus renforcement musculaire, voire de la musculation si besoin. Et du coup, vous n'avez pas augmenté le temps de votre séance, mais par contre, vous avez augmenté votre dépense énergétique sur votre séance. Si vous avez l'habitude de travailler votre séance, je sais pas, je vais prendre du cyclisme. Si votre séance de cyclisme du dimanche, c'est 3 heures allure cool, bah sur ces 3 heures d'allure cool, vous pouvez faire 20 minutes d'allure soutenue. Votre séance, elle fera toujours 3 heures, mais par contre, vous allez avoir dépensé plus de calories puisque vous allez avoir parcouru plus de kilomètres et vous allez avoir un bloc avec de l'intensité. On passe à l'étape numéro 4 qui concerne l'hygiène de vie. Et comme ça, avec les 3 derniers piliers, là, le 2, le 3 et le 4, on aura abordé les 3 piliers d'une perte de poids saine et durable. Ce 4e pilier, il concerne l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, vous ne pouvez pas passer à côté. Je vous ai déjà dit ça pour les 2 derniers, mais c'est quand même vrai. L'hygiène de vie, ça concerne le sommeil, ça concerne la gestion du stress, ça concerne le temps d'écran, ça concerne son bien-être au quotidien, ça concerne la santé mentale, ça concerne tout ce que je viens d'énoncer et toute cette sphère en fait qui représente votre quotidien finalement. Trop de stress va, ou en tout cas peut possiblement bloquer votre perte de poids. Un déficit de sommeil peut bloquer votre perte de poids. Une santé mentale à plat peut complètement freiner votre perte de poids, puisque c'est aussi votre mental qui vous guide dans votre alimentation. Des émotions trop mauvaises, trop souvent, peut aussi générer de la frustration et donc bloquer votre perte de poids.
votre hygiène de vie est un point hyper important à travailler, soit via du développement personnel, soit via des petites séances de journaling, soit via des petites pensées plutôt positives si c'est possible. Ça peut nettement vous aider dans votre perte de poids. Et enfin, le cinquième et dernier point est de fixer des objectifs qui soient réalistes et atteignables. On évite tous les pertes de poids, 5 kilos en 5 jours, là, on arrête tout ça. On veut une perte de poids qui soit saine, qui soit durable et on veut des objectifs atteignables. Et on célèbre l'objectif tel qu'il a été noté au début. Si au moment de notre audit, dans notre étape 1, l'objectif c'était 2 fois des légumes par jour, si au bout d'une semaine on a eu 2 fois des légumes par jour, même si peut-être que le samedi c'était des aubergines à la parmesane, alors oui, il y avait du fromage, il y avait plus de fromage que d'habitude, il y avait plus de matière grasse. Ok, c'était des légumes, c'est une première étape, on célèbre cet objectif. Peut-être que l'objectif dans 3 semaines sera de limiter la quantité de fromage parce qu'il y en avait un peu trop sur ce repas-là. On optimise petit à petit, mais on célèbre les objectifs tels qu'ils ont été notés au départ. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai été très heureuse de vous la tourner. On se retrouve comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux si vous voulez échanger et discuter avec moi. On se retrouve aussi en consultation si vous le souhaitez. Consultation uniquement en téléconsultation et à distance, donc accessible depuis tous les pays francophones. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à dans 2 semaines pour un prochain épisode.